Bonjour. Alors, je vais vous présenter un travail que j'ai réalisé au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier, dans le cadre de ma thèse, co-encadrée par Cyril Viol et Eric Garnier, et en collaboration avec Sylvain Coq, qui travaille aussi dans ce laboratoire. Et donc, qui se situe dans le COS du Larzac, et qui étudie les associations traits environnement et leurs liens avec l'histoire de vie des espèces. Donc juste précédemment, les traits fonctionnels vous ont été présentés en lien avec les propriétés des écosystèmes. Et moi, je vais revenir à une autre dimension des traits fonctionnels qui cherche à les relier à des gradients environnementaux. C'est-à-dire que les traits sont définis comme des caractéristiques mesurables à l'échelle des organismes, liées à leur morphologie, leur physiologie, leur phénologie, etc. Et qui répondent à des caractéristiques environnementales. Donc, comme on peut le voir ici, à une échelle assez large, on peut avoir une réponse de la hauteur ou de la surface foliaire à la latitude, et à une échelle plus fine, une réponse de la hauteur des plantes à la profondeur de sol, par exemple. Dans ces différents cas de figure, on fait l'hypothèse que les plantes, quelle que soit leur forme de vie, quelle que soit leur histoire de vie, ont des réponses identiques en termes de traits fonctionnels. Mais dans les communautés végétales, on a des coexistences de plantes avec des formes de vie, des histoires de vie différentes. Donc par exemple, très souvent, on trouve des plantes annuelles, comme cette Véronique, et des plantes pérennes, comme ce laitron, qui coexistent localement. Et donc on peut se demander dans quelle mesure les associations entre traits fonctionnels et environnement sont modulées par l'histoire de vie, et donc ici le cycle de vie des espèces. Est-ce qu'entre espèces annuelles et pérennes, les changements de valeur de traits sont identiques le long du gradient? Donc la zone que certaines personnes connaissent ici, sur laquelle j'ai travaillé, est un domaine de l'INRAE qui s'appelle Laffage et qui est situé sur le COS du Larzac, à 1h30 de route de Montpellier environ, en direction de Millau et Saint-Afrique. Et j'ai travaillé sur deux environnements. Donc un environnement qui est fortement pâturé et qui, sur ces côtes, donc pâturé par des brebis, et qui est fertilisé artificiellement avec de l'azote et du phosphore régulièrement. Et un autre environnement à une faible distance spatiale, qui n'est pas fertilisé et qui est pâturé, mais avec une intensité plus faible. Et donc, sur ce gradient environnemental que je viens de vous décrire, on peut mesurer des traits fonctionnels. Donc les traits fonctionnels, par exemple, pour une plante donnée, ça peut être sa hauteur reproductive, sa surface foliaire, et on a des attendus pour certains traits fonctionnels en termes de quelle variation ils vont avoir sur ce gradient. Par exemple, le SLA, donc la surface spécifique foliaire qui vous a été présentée dans le travail précédent, ce trait-là, donc qui correspond à la surface d'une feuille divisée par sa masse sèche, je l'ai représenté par un panneau solaire avec une grande surface et assez fin, c'est-à-dire qu'il est caractéristique de la capacité d'une feuille d'intercepter la lumière par unité de matière sèche qui va être investie. Donc la feuille est fine, peu de matière sèche, et grande surface, ça va capter beaucoup de lumière. Et on s'attend à ce que des plantes avec ces caractéristiques soient plutôt trouvées dans des zones avec un fort niveau de fertilisation. C'est des plantes à vitesse de croissance, en tout cas des feuilles, et généralement de la plante entière, plutôt rapide. Et associé à ce trait, on s'attend aussi à une teneur en azote des feuilles importante, donc liée à une forte vitesse de photosynthèse et liée à la fertilisation. Et au contraire, dans les environnements qui vont être plutôt stressants, donc avec peu de ressources et moins de perturbations, on s'attend par exemple à avoir une teneur en matière sèche, leaf dry matter content, des feuilles plus élevées. Donc là, je l'ai représenté par l'épaisseur de ce panneau solaire, l'épaisseur de cette feuille. Donc ça, c'est les attendus qu'on a pour les formes de vie, quelles qu'elles soient, que les plantes soient annuelles ou pérennes. Ce qu'on trouve aussi dans ces environnements, c'est une coexistence d'annuels et de pérennes, avec dans le premier environnement perturbé environ 60% des espèces dans les transectes qui sont des espèces annuelles, et environ 20% des espèces qui sont des espèces annuelles dans le second environnement, plutôt stressant. Donc une coexistence des espèces avec des richesses de chaque forme de vie quand même variables selon ce gradient. Donc dans le reste de cette présentation, je vais représenter les pérennes par des triangles et les annuels par des cercles, par des ronds pleins. Et je vous présente des hypothèses qu'on peut formuler quant aux variations de valeur de traits, donc quel que soit le trait qu'on choisisse là en ordonnée, le long du gradient environnemental, avec les barres grises correspondant à mes deux environnements. Donc la couleur représente l'identité de l'espèce.
Donc ici, on peut imaginer qu'on ait une première espèce de plante pérenne qui soit présente dans les deux environnements. Il y a de la variation, la valeur de trait, donc de la variation intraspécifique, que je représente par ce trait noir qui relie les deux figurés. Et pour d'autres espèces qui sont présentes seulement dans un des deux environnements, on peut, donc une espèce bleue dans le premier, une espèce rouge dans le second, il y a aussi de la variation intraspécifique, mais l'espèce n'étant pas présente dans le deuxième environnement, le trait ne va pas jusqu'à l'autre environnement. Donc première hypothèse, hypothèse nulle, quoi, on peut imaginer que la variation globale, donc que je représente par ce trait orange là, pour une forme de vie est identique à celle qu'on trouve pour l'autre forme de vie, ici pour les annuels. Face à cette hypothèse nulle, on peut formuler plusieurs hypothèses quant à des différences de variation de traits entre annuels et pérennes, au niveau intraspécifique et interspécifique. Au niveau intraspécifique, d'abord, si on regarde les plantes pérennes, donc un premier jeu d'hypothèses que j'ai trouvé dans la littérature, c'est que les plantes pérennes, ayant une vie fixée sur une durée assez longue, quand elles subissent au cours de leur cycle de vie des variations environnementales, en fait, leur seule issue, c'est de mettre en place de la plasticité. Enfin, une issue principale en tout cas. Alors que chez les annuels, il y a toujours la possibilité de l'échappement par la production de graines. Donc certains auteurs, certaines autrices prédisent que la plasticité va être plus élevée chez les pérennes. Mais à l'inverse, on peut aussi considérer que chez les pérennes, qui ont tendance à avoir une vitesse de croissance plus faible que les annuels, la réponse plastique peut être plus coûteuse, et donc plus lente et moins forte. Donc on peut formuler l'hypothèse inverse. Et là, j'ai représenté juste la première hypothèse, mais les deux peuvent être formulés. Ensuite, au niveau de la variation interspécifique, en fait, depuis le début, je ne parle pas dans le micro, c'est ça. Au niveau de la variation interspécifique, les espèces pérennes, comme je l'ai représenté sur ce figuré, peuvent par exemple mettre en place de la reproduction végétative qu'on ne trouve pas chez les annuels. Donc on peut imaginer des variations entre espèces assez fortes chez les pérennes et au contraire chez les annuels des variations moins fortes. Et du coup, si on combine ces deux jeux d'hypothèses, là une hypothèse extrême, ce serait que la variation inter comme intraspécifique est plus forte chez les pérennes que chez les annuels, donc un changement de valeur de trait plus important le long du gradient chez les pérennes. Après, toutes les hypothèses intermédiaires peuvent être formulées, notamment sur les différences de variation intraspécifiques entre les deux formes de vie, entre les deux histoires de vie. Premier résultat, donc je reprends ces figurés-là pour les deux environnements avec ce code de couleur. Entre ces deux environnements, on a comparé le remplacement d'espèces au sein des annuels et des pérennes. Donc en calculant l'indice de Jacquard, qui vaut 1 quand l'identité des espèces est complètement différente entre les deux environnements, et qui vaut 0 quand on a exactement la même composition en espèces. Première chose qu'on voit, c'est que le remplacement des espèces est proche de 1, que ce soit pour les annuels ou pour les pérennes. Donc le remplacement d'espèces est élevé dans les deux cas de figure. On a bien des changements d'espèces entre les deux environnements. Et deuxième chose, ce remplacement est significativement plus élevé chez les pérennes. On a plus de remplacement d'espèces chez les pérennes le long du gradient. Si on regarde maintenant ce qui se passe en termes de traits fonctionnels, donc je vous ai mis tous les traits sur lesquels on a travaillé et j'ai remis les figurés que j'ai utilisés tout à l'heure pour présenter un peu les traits. Donc je vais focaliser sur la teneur en masse sèche des feuilles, représentée par ce panneau solaire assez épais, la hauteur des plantes, la surface foliaire, la teneur en azote et la surface spécifique foliaire, liée à l'interception de la lumière. Donc ici, c'est le résultat d'une analyse multivariée, une analyse en composantes principales, où les deux premières dimensions représentent 50% de la variation des traits sur l'ensemble des espèces sur lesquelles on a travaillé. Et donc dans cette analyse, on a deux axes principaux. Un premier axe qui, avec des valeurs positives, enfin les valeurs positives sur cet axe sont associées à des plantes de grande taille, de grande surface foliaire et de teneur en azote élevée, et inversement dans les valeurs négatives. Et un deuxième axe sur lequel sont représentés principalement des traits foliaires, avec en valeur négative une forte surface spécifique foliaire et dans des valeurs positives une forte teneur en masse sèche des feuilles. Si on regarde, donc je vous ai remis toute la légende à gauche, si on regarde ce qui se passe pour les deux formes de vie, donc ici les annuels représentés par des cercles, les pérennes représentés par des triangles, les environnements perturbés, riches en nutriments en rouge, et les environnements stressants en bleu, on observe qu'on a dans les deux cas de figure un changement fonctionnel entre les espèces présentes dans un environnement et les espèces présentes dans l'autre environnement.
Maintenant, ce changement, si on regarde ce qui se passe sur la première dimension de notre analyse en composantes principales, on observe que dans les deux cas de figure, on a une diminution significative des valeurs de trait sur cet axe-là, donc liées à la taille, à la surface foliaire, etc., quand on va vers les conditions plus stressantes. Et le changement est identique chez les pérennes et les annuels. Et ici, j'ai relié par des traits noirs des points appartenant aux mêmes espèces. Donc on a de la variation intraspécifique, comme du remplacement d'espèces, avec des espèces de valeurs élevées sur ce premier axe, présentes seulement dans l'environnement perturbé, que ce soit chez les annuels ou chez les pérennes. Maintenant, si on regarde ce qui se passe sur le deuxième axe, qui était lié donc aux traits foliaires LDMC et SLA, sur ce deuxième axe, on observe une variation significative chez les pérennes, mais pas chez les annuels. Les annuels sont situés vraiment dans les mêmes gammes de valeurs de traits qu'on les trouve dans les environnements stressants ou perturbés. Si on regarde ce qui se passe un peu en termes d'identité des espèces, j'ai mis quelques espèces caractéristiques des différents milieux. Donc par exemple, chez les pérennes, dans le milieu perturbé et riche en nutriments, des plantes à la fois qui peuvent être fortement consommées par les herbivores, donc du rumex, des pâquerettes, des plantes qui développent aussi des stratégies de défense vis-à-vis des herbivores, donc comme ce chardon ici. Et dans l'environnement stressant, on a des plantes comme la stipe, la fétuque de Christian Bernard, caractéristique de Sécos, ou cette germandrée, qui sont des plantes plutôt tolérantes au stress, avec des vitesses de croissance assez lentes, et des stratégies plutôt de conservation des ressources. Et si on regarde la même chose chez les annuels, donc dans les conditions perturbées et riches en nutriments, on a par exemple de la vesse, l'orge des rats, cette crépice, qui sont des espèces qui vont avoir tendance à avoir une croissance assez rapide. Et si on regarde ce qui se passe dans les zones stressantes, on a donc par exemple on a des espèces vraiment caractéristiques de ces zones-là, donc par exemple ce buplèvre du mont Baldo, qui est vraiment une espèce caractérisée comme annuelle, caractérisée comme tolérante au stress. Minuarcia hybrida, Ornungia petrea, dont on voit qu'ici j'ai pris une photo où elle pousse vraiment dans une zone très sableuse. Et en fait, on voit que ces espèces-là, qui ont beau être des annuelles tolérantes au stress, restent dans la même gamme de valeurs de traits en termes de surface spécifique foliaire et de teneur en masse sèche des feuilles. Donc si on discute un peu ces résultats, on voit qu'on a toute une zone de l'espace fonctionnel qui est accessible, qui est occupée par des pérennes, mais pas par des annuels. Et que ça, donc une hypothèse qu'on peut formuler, c'est qu'en fait les plantes annuelles ont un cycle de vie qui est vraiment contraint par la nécessité de se reproduire à la fin de l'année, et que ce cycle de vie nécessite une vitesse de croissance rapide, et donc ne permet pas une mise en place de stratégies vraiment de conservation, de tolérance au stress, avec des feuilles qui vont avoir une croissance lente, une conservation de la ressource, ce que caractérise bien ce deuxième axe de l'analyse en composantes principales, entre la teneur en masse sèche pour les valeurs élevées en teneur en masse sèche des feuilles. Et du coup, une question qui se pose dans ces communautés stressantes, c'est est-ce que les espèces annuelles et pérennes qui y coexistent et qui ont des valeurs de traits différentes, est-ce que ces espèces sont filtrées par le même environnement et le perçoivent différemment, ou alors est-ce qu'elles sont différenciées à une échelle fine, à l'échelle des micro-environnements? Parce qu'en fait, on peut imaginer que ces environnements sont assez ouverts, et peut-être que on trouve des pérennes qui ont des vitesses de croissance assez lentes, qui sont peu compétitifs pour l'espace, peut-être en réponse au déficit de nutriments, et que les annuels, dans ces environnements ouverts, persistent parce que les annuels sont filtrés, sont inféodés au fait que les milieux sont ouverts. Donc ça, ce serait une première hypothèse qui irait dans le sens d'un même environnement pouvant filtrer des stratégies différentes. Et ça, c'est des choses qui qui sont discutées, mais encore peu travaillées dans la littérature sur les traits fonctionnels, où on fait souvent l'hypothèse qu'un environnement va filtrer une stratégie, il va y avoir un optimum de stratégie, de valeur de trait dans un environnement. Il y aurait la possibilité de considérer que non, on peut avoir associé à la forme de vie, à l'histoire de vie des espèces, un environnement qui filtre des optima ou des valeurs de stratégie différentes. Mais pour pouvoir conclure là-dessus, il faudrait vraiment une analyse plus fine au niveau des micro-environnements sur lesquels on trouve les annuels et les pérennes. Et les différents travaux que j'ai pu lire qui appréhendent ces questions ont des conclusions dans une direction ou dans l'autre, mais souvent des conclusions plus en termes de discussion. J'ai vu assez peu de tests très formels de ça. Et au niveau de la variation intraspécifique, donc j'ai peu détaillé dans cette présentation pour une question de temps, mais ce qu'on observe, c'est que sur l'immense majorité, la grande majorité des traits sur lesquels on a travaillé, les variations intraspécifiques sont identiques chez les annuels et chez les pérennes.
sauf pour deux traits en particulier, la surface des feuilles et le ratio isotopique, où la variation intraspécifique est plus forte chez les annuels. Donc on voit que en fait, cette variation dépend des traits considérés, et pas juste de l'identité des espèces. Donc, ce qui constitue un argument pour aller travailler sur l'identité fonctionnelle des espèces en regardant leurs traits fonctionnels. Et aussi, une chose que j'ai présentée ici, c'est que en fait, les hypothèses que je vous ai présentées sur la variation intraspécifique portaient sur de la plasticité. Mais la variation intraspécifique peut aussi être liée à de la différenciation génétique entre populations. Et donc, est-ce que les variations, les différences intraspécifiques dont vous avez vu qu'on les observe in situ, sont liées à de la plasticité ou à de la variation génétique entre populations, et dans quelle mesure? Eh bien, pour l'instant, on a mis en place une expérience où on a fait pousser des plantes issues de ces COS, des plantes annuelles, et issues des deux zones, donc avec des plantes voilà, en bleu issues d'une zone, en orange issues d'une autre zone, et où on a fait du phénotypage pour voir si on avait des différences dans des mêmes conditions de culture, et on en observe assez peu. Donc ce qui tend à laisser penser que les différences qu'on observe in situ sont plutôt de la plasticité que de la différenciation génétique. Et on n'a pas eu le temps ni l'argent de faire des analyses génétiques pour confirmer ça. Et voilà, j'arrive au bout de la présentation. Merci pour votre attention.